Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Bonjour frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Une thématique s'impose quant au contexte que vit l'Algérie et plusieurs pays musulmans, lequel est la volonté de changement provoquée ici et là par des expériences multiples, donc beaucoup ont malheureusement abouti à une fragmentation, une destruction importante de la superstructure, de l'infrastructure, et en quelque sorte un vouloir de disloquer, de diviser ces pays-là. Nous ne voulons pas ici en Algérie aboutir à cette situation. Personne, Dieu soit loué, je pense, ne veut que cette situation se répète en Algérie. Mais ceci dit, cela ne veut en aucun cas signifier et dire que, c'est-à-dire que cela argumente et justifie la durabilité des régimes despotes ou du régime algérien despote qui refuse de dialoguer avec les différentes entités. Mais la chose n'est pas si simple que ça. La thématique ou le thème dont je veux soulever et discuter et parler un peu, tirer au clair certaines choses, c'est surtout cette triptyque ou plus peut-être entre l'Algérie, l'islam, l'Occident et je stigmatise entre parenthèses la France comme étant un pays qui nous a un jour colonisés et qui a laissé dans la mémoire collective d'énormes blessures qui, je pense, par la pédagogie abordée par la France, ne peuvent disparaître si facilement. Une partie d'élite considère que notre différend est avec le système qui a colonisé, mais il y en a aussi qui font assumer le système politique français actuel une grande responsabilité quant à la continuité dans la même démarche. Ce n'est pas les écrits de M. Benjamin Stora qu'on respecte, mais on peut toujours être pas d'accord avec lui. Ce ne sont pas ses mémoires, ce ne sont pas ses dossiers, c'est beaucoup plus une volonté politique d'abord, qui sera suivie directement d'une volonté intellectuelle saine et d'une bonne compréhension de l'espace public, de la configuration de la société et des intellectuels surtout, parce que le débat s'opère malheureusement entre la France et l'Algérie en termes d'intellectuels d'une manière que je considère totalement fausse. Stigmatiser l'islam, stigmatiser le fanatisme, le terrorisme, dicter des dictants bien précis qui sont avec des modes d'emploi, avec des procédures qui sont la laïcité, les laïcs, les démocrates. Il y a des non-démocrates pour les Français, c'est ça l'élite algérienne, elle est divisée en 2 ou 3. Donc il y a uniquement une frange que je dis non représentative en termes démographiques qui n'a pas
son impact sur l'imaginaire collectif de l'Algérien ou de la société algérienne, c'est à elle seule qu'on fait appel et pour dialoguer, pour essayer de résoudre certains problèmes. Et puis le problème, moi je ne le vois pas uniquement, mais c'est la France qui en est la cause. Je ne le vois pas uniquement concernant notre relation avec la France. La relation avec l'autre, elle est plus étendue. Pourquoi on se tait? Quant à la relation avec l'espace anglo-saxon, c'est le même problème. Il y a un projet qui veut substituer, qui veut remplacer l'absolu transcendantal par un absolu immanent. Mutlaq, muta'ali. L'absolu transcendantal, c'est la religion, c'est la compréhension de la religion, c'est cette culture étendue, régnant, dominant l'Algérien, et avec tous ces antagonismes, sans bien, sans mal, tout. Et je dirais que cette culture doit, en quelque sorte, être révisée, être revue par des sommités, par des intellectuels, et qui se trouvent malheureusement marginalisés. L'intellectuel n'est pas celui uniquement qui produit un livre, mais l'intellectuel, c'est celui qui produit des idées et qui est dans une lutte perpétuelle. Il y en a des intellectuels, beaucoup d'intellectuels, qui ont été absorbés par la lutte des droits de l'homme, la lutte démocratique, la lutte de l'authenticité et de la modernité en même temps. Cette lutte a en quelque sorte épuisé et en quelque sorte empêché que certains intellectuels écrivent profondément sur ces problématiques et, disons, écrire dans le contexte de cette problématique demande un effort de groupe, un travail de groupe, des centres de recherche, d'études, pas comme ce qui se passe en France, ni dans les pays anglo-saxons. Il y a des dérives idéologiques et il y a une stigmatisation directe de l'intellectuel authentique, celui qui se prononce comme étant pour une lecture éclairée, je mets entre parenthèses, et je n'insinue nullement uniquement ce texte fondateur des Lumières, lequel est le texte de Kant. Kant lui-même s'inquiétait, et d'autres aussi, s'inquiétaient que ce texte lui-même devient un texte fondateur d'une idéologie en quelque sorte fermée, close. Et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs cas. Quand on parle de défi, quand on parle de rihanat, beaucoup exercent cette idéologie sans pour autant le déclarer. Donc ça va de soi. Je vois un philosophe tel que Michel Onfray plus équilibré, plus juste, plus compréhensif de la liberté, de la marge de liberté qui doit être laissée à l'Algérien et aux musulmans pour choisir ses projets, son regard, ses outils, son projet de société, sa vision, etc. Et il faut dire que nous sommes là devant un grand problème. Le problème, comment aborder l'islam et comment dialoguer avec les intellectuels musulmans, ou, si certains veulent les appeler islamistes, quoique je distingue, et je vois que ce mot, ce concept, a perdu sa légitimité, et il a été en quelque sorte, il a mis dans le même sac le terrorisme, l'islam des Lumières, les différents pas déjà faits par des intellectuels qui ont un bon sens et qui ont une bonne intention et qui connaissent
réellement les problèmes dans leur profondeur ancrés dans l'épistémé musulman ou arabo-musulman, selon le cas. Quand je dis arabo-musulman, je parle de ce qui a été rédigé en arabe, comme l'a fait Mohamed Al-Jabiri, et je n'insinue nullement la dimension uniquement raciale, ségrégationniste, etc. Car le Tamazight est une composante qu'on ne peut exclure, mais il faut d'abord trouver un patrimoine au sens écrit, scriptueux, et pourtant cela fait défaut. C'est pour ça qu'on parle de ceux qui ont écrit en arabe et qui ne sont pas, par la force des choses, des Arabes de souche, de race, tel que Abou Ali el-Farisi, qui était un grand linguiste, un grand spécialiste de la langue et de ses disciplines. Abd el-Qahar el-Jurjani, Ibn el-Jinni, el-Farazdaq, etc. Les grammariens, les spécialistes de la grammaire, mais de la conjugaison, de ilm al-dilala, tout ce qui est sémantique, etc. Mais ils n'ont jamais été des Arabes, c'est des références de taille, c'est des références vraiment à ne pas négliger. Pourquoi, nom de Dieu, l'Occident, et je stigmatise la France, veut, coûte que coûte, dialoguer uniquement avec une frange qui fait du copier-coller sur son modèle? On n'est pas obligé de suivre l'ordonnance, la procédure de remède qui a servi, entre parenthèses, à un remède, et que nous lisons, il y a des critiques internes qui démontrent que ce n'est pas le cas, qui est la laïcité. Croyez-vous que je suis là pour appeler les gens à adopter le clergé? Il y a une troisième voie sur laquelle je travaille, qui n'est pas encore très très développée, mais tout seul je n'ai pas pu avancer rapidement, c'est-à-dire, et c'est ce que je suis en train de chercher, un projet doit être financé, doit être en quelque sorte abrité ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'un groupe, d'une élite qu'on forge, qu'on forme, qu'on anime, qu'on pilote, et comme ça, on pourra parler de projets de relecture du patrimoine. Les lectures adoptées et en quelque sorte engagées par ce qu'on appelle les orientalistes, français ou pas français, ou anglo-saxons, ou russes. L'orientalisme, il est à un spectre large, puis je vais dire l'orientalisme français, qui se base sur la philologie et la critique philologique. Cet orientalisme classique que veut détourner, en quelque sorte, que veut éviter Mohamed Harkoun dans son travail en parlant d'islamisme, d'islamologie appliquée, ou d'islamologie appliquée, de sciences islamiques appliquées, l'islamiyat tatbiqiya. Je dirais que Mohamed Harkoun voulait fuir ce que la diabolisation qu'a subi l'orientalisme. L'orientalisme n'était pas aussi neutre. Nous pouvons toujours gagner, nous pouvons toujours en profiter des outputs, des sorties de cet orientalisme, mais en gros, il y a un regard qui n'est pas très très neutre. Et de là, j'en veux beaucoup lorsque j'écoute Jacques Berck parler, qui est un grand monsieur, malgré, on parle de sa neutralité, de son objectivité. Moi, je dirais que cette objectivité arrange toujours une frange, arrange plutôt le pouvoir français, certaines élites détenant le pouvoir, certains médias. Vous savez l'histoire des médias en Occident. Quand on dit médias, on dit
le capital, on dit le système financier, etc., le système banquier, l'ordre financier. Donc, choisissent, préfèrent, il y a une préférence, il y a des privilèges qui ne sont pas du tout cognitifs, ni scientifiques, ni objectifs, ni relevant de la démarche objective scientifique dans la recherche et dans le regard de l'autre et dans la compréhension, dans l'interprétation, dans l'herméneutique de l'autre. De là, il faut vraiment être très vigilant et essayer de réviser cette posture de la France. Vous dialoguez, je ne suis pas contre, quand je cite certains noms, par exemple. Vous dialoguez avec le romancier Kamel Daoud, et sous prétexte que vous ne trouverez pas des gens qui peuvent représenter l'islam. Sinon, vous dialoguez avec certains soufis, certaines entités à tendance ésotéristes, gnoses, soufis, sophia, et vous laissez le reste. L'islamisme politique, vous le diabolisez. Je ne pense pas qu'il est aussi dangereux si vous êtes... Je ne suis pas... je critique d'une manière très approfondie et très radicale l'islamisme politique, surtout les frères musulmans, mais je ne diabolise pas. Je ne diabolise pas. L'espace public n'est pas la propriété ni de la France, je parle de l'espace public en Algérie, ni de la France, ni d'une entité algérienne qui veut que l'Algérie soit sur un modèle dicté indirectement par la France ou par l'Occident. Il faut qu'il y ait un débat vers une troisième voie, sinon ces deux entités antagonistes qui sont là représentant des hein, thèses et antithèses, des projets et des antiprojets, des regards très contradictoires, vont détruire, pourquoi? Parce que notre culture, la manière d'approcher, n'a pas été régulée par l'école, par l'université, pour qu'il y ait des thèses pacifiques, des thèses approchées par une pédagogie pacifique, régulée par des qualités, une certaine morale, une certaine éthique qui ne pousse pas à la violence. La violence n'est pas structurelle uniquement chez les islamistes ou chez les musulmans, mais elle est aussi omniprésente, elle est sociétale, elle est omniprésente. D'ailleurs, ceux qui ont voulu expliquer le phénomène religieux par le sacré, certains ont choisi ça, surtout par exemple le décédé monsieur Mustapha Al-Ashraf, qui est un docteur éminent, qui a choisi la thèse de Roger Caillois, de Michel Leiris, de la sociologie du Collège de France à l'époque. Le phénomène religieux n'est pas... mais l'Occident, en termes de pouvoir, il n'ignore pas ça. Parfois, il prémédite. Quand il parle, par exemple, de l'école comme étant le fief et le centre focal, le point focal, le point nodal, le point focal de la violence et du terrorisme. Il sait l'Occident, que cela n'a jamais eu lieu. L'objectif, c'est de revoir et d'ailleurs je me suis opposé, j'ai payé le prix exorbitant de mes postures, entre autres 5 années sans salaire, sans reconsidération, et marginalisé, mes enfants sont sans emploi, et encore en plus, n'ayant pas le droit, avec une carrière détruite à plusieurs reprises, détruite, sabotée, saccagée, une carrière professionnelle qui ne me permettra pas de nourrir mes enfants et d'avoir un salaire quand même considérable, conséquent et respectable. Donc une vie décente, c'est le prix de certaines postures. Je parlais des curriculums, des curricula, des programmes scolaires.
il y a eu un projet mondial et qui s'est adressé comme feuille de route à tous les pays musulmans. Pourquoi? Moi, je me demande pourquoi. C'est une affaire interne, interne. Elle n'a rien à voir avec l'ingérence de certains. Hein. Qu'est-ce qui justifie, argumente, quelles études et encore, quels centres de recherche ont découvert que nos programmes et que nos écoles donnent des sorties, hein, qui sont caractérisées par la production de la violence. La violence se développe, messieurs, voilà, mais ça demande une recherche très approfondie. La violence se développe dans l'imaginaire collectif, en dehors des institutions étatiques. Je ne suis pas là pour dire que l'État est neutre. L'État instrumentalise la religion. Comment on va réguler ça quand je parle d'une troisième voie? C'est donner, plus que ce qu'a dit Habermas, Jürgen Habermas, à la religion une place centrale, stratégique dans l'espace public. Et c'est ça qu'on demande. C'est cela qui est demandé, qui est exigé. Vous ne trouverez pas ça chez une entité avec laquelle vous dialoguez qui reflète en quelque sorte votre image. Pourquoi vous voulez cloner le monde? Pourquoi un absolu transcendantal est exclu totalement et remplacé par un absolu immanent? En didactique, on trouve ça, dans la littérature. Dans les démarches de l'UNESCO, on trouve ça. D'ailleurs, le programme de révision, de réforme, il est dicté par l'UNESCO, il n'est pas dicté par la France. La France n'a fait qu'être une expertise qui accompagne nos réformes, et cette chose a été voulue. Déraciner, en quelque sorte, tout ce qui est texte, comme l'appelle ça, c'est du bavardage, ce n'est pas de la pédagogie. Moi, j'ai des réserves, ce ne sont pas des réserves à base de méconnaissance de ce qui se passe en didactique. C'est des écoles qui font du business. Et puis, le monde anglo-saxon n'a rien à voir avec ça. Mais quand même, il y a une certaine présence, quoique dérisoire, de la didactique, de la pédagogie, de la philosophie de l'éducation, etc. Nous devons élaborer, concevoir notre philosophie de l'éducation, nos approches didactiques. C'est à nous de trier et d'essayer d'adéquatiser ce produit universel dans notre épistémé. L'école algérienne, l'école dans le monde musulman n'a jamais produit le terrorisme. Et ni le Coran ni l'islam est producteur. Ce que vous êtes en train de citer dans des débats, c'est une stigmatisation et c'est une lecture d'une entité, je dirais, avec certaines réserves, que peut-être elle a été produite et en quelque sorte, c'est les outputs de certains laboratoires étrangers qui veulent argumenter et justifier leur ingérence et l'aliénation du monde musulman et ses richesses et de l'oligarchie mondiale pilote ça. Lorsque les Français ont essayé de nous accompagner dans la réforme, qui ont une couleur purement aliénée à l'Occident, et c'est parce que l'État a accepté ça, le pouvoir, je dirais pas l'État, le pouvoir, le système en place, je dirais qu'il y a une grande frange des Algériens qui refusent tout cela. Ce n'est pas Kamel Daoud qui va vous dire qu'il y a des extrémismes, les gens, oui, je sais que le refus n'a pas été bien fondé. Le refus a été une diabolisation de l'Occident. Mais c'est vous qui voudriez, vous avez voulu que ça se passe ainsi, pour que vous argumentez votre exclusion de l'entité bien formée, bien d'intellectuels. Donc, ce n'est pas vous qui choisissez les intellectuels. C'est des intellectuels compétents, bien enracinés dans leur culture, ouverts à l'autre, dans un sens bien défini, qui ne se transforme pas en une chosification, en une aliénation.
Et d'où, donc, ces gens-là, ces intellectuels, c'est eux qui commencent à creuser, chercher au microscope dans un espace qui a été, en quelque sorte, vraiment saccagé via une école en agonie et une université en agonie. Quand je dis en agonie, ce n'est pas par rapport aux valeurs, ce n'est pas par rapport au registre des valeurs. Toutes les réformes du monde s'opèrent dans un registre de valeurs. Pourquoi voulez-vous, nous, qu'on outrepasse cette loi fondamentale dans, par exemple, la loi d'orientation 2008, dans laquelle il est dit que l'islam, l'arabe et Tamazight, c'est les trois fondements dans lesquels on travaille. Il faut encore approfondir, c'est une bonne chose, c'est un acquis, quoique il émanait de la lutte qui a eu lieu au sein du groupe de la commission Benzerou un jour. Benzerou était vraiment une voix qui plaît à la France, mais qui ne plaît pas aux Algériens, à la majorité des Algériens. Pourquoi vous voulez travailler l'identité à travers votre regard? La relation avec l'autre, le monologue, comme disait Derrida, de l'autre, suivant votre regard, votre stratégie, votre procédure, cela affecte beaucoup la relation avec l'Occident. N'avance pas la relation avec l'Occident. Nous savons que certains, plutôt la majorité qui détient le pouvoir, je ne parle pas de la société civile, qui ignorent, vous êtes en train de présenter l'islam à travers des médias qui sont la devanture et la vitrine de l'ordre financier mondial, mais c'est normal qu'elle consomme un discours totalement erroné et faux en sa faveur pour pouvoir aliéner, déstabiliser, en quelque sorte, faire migrer sa crise, la crise du monde néolibéral. Quand je dis ça, je ne suis pas gauche aussi. J'ai une tendance un peu gauche au sein dans la compréhension, un peu, je dirais. Mais moi, je suis contre totalement définir le modèle économique et le modèle de développement via les deux postures fondamentales par rapport à un point axial qui fait en quelque sorte définir l'approche méthodologique de l'émergence des deux systèmes, le système marxiste gauche socialiste et le système libéral et par la suite néolibéral à partir de l'avènement de Keynes, de Hayek, de Friedman, etc., dans le néolibéralisme, qui ne fait que poser la problématique de la productivité et comment éviter une certaine crise que la banque a voulu, en quelque sorte, résoudre. Mais moi, je salue les œuvres de M. Zygmunt Bauman, dans la société liquide, Alain Deneau, oui aussi, Alain Badiou, quoique le fait que le cadrage reste toujours la thèse communiste, je n'ai pas une réticence idéologique, mais je veux dire qu'il limite un peu le champ, l'espace d'action, de compréhension, d'interprétation, de production des concepts, de traitement de ces problématiques qui empêchent la société et l'humanité de cohabiter. On ne peut pas. Je suis habité par le fait qui va paraître très contradictoire, mais écoutez les gens, nom de Dieu. Écoutez les gens, même s'ils disent des choses que vous considérez à travers votre centrisme européen ou centrisme anglo-saxon ou centrisme occidental, écoutez-les quand même, peut-être que vous découvrirez. Et c'est pour ça qu'il y a des tendances qui sont là, très crispées, parce que vous êtes en train de faire de la pression. Vous voulez, en quelque sorte, argumenter votre regard qui travaille votre volonté de dilapider nos richesses. Ce n'est pas une diabolisation, c'est une réalité. D'une part, vous parlez de dialogue,
D'une autre part, vous êtes en train d'exercer tous les guerres à distance ou à ingérence totale, directe, ne sont que des guerres provoquées par le système et l'ordre mondial qui ne cesse de créer son équilibre interne au détriment des autres. Et c'est pour ça qu'il est allé à un point au-delà de... il a dit, Michel Onfray, pourquoi moi ça me dérange que le monde musulman, un pays du monde musulman ou les pays du monde musulman appliquent la charia. Et il voulait, je crois, insinuer ou parler des différentes règles doctrinales quant à l'ablation de la main du voleur, de son pied, etc. J'ai un regard autre. Hein. J'ai un regard parce que je considère que dans la pratique, et la praxis, comme dit la gauche, vous ne trouverez pas ça du tout dans l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous êtes en train de nourrir des tendances laïques dures, pures et dures, trop réticents, méticuleux, qui ont le sens du complot contre tout ce qui est islam, et diabolisation et stigmatisation. Même, je salue, quoique je ne suis pas toujours d'accord, quand j'ai cité l'exemple de Michel Onfray, je voulais dire que au moins il a reconnu l'autre dans sa spécificité, mais maintenant que cette spécificité soit revue à la hausse, à la baisse, qu'elle soit relue, le texte, qu'il faut en quelque sorte générer ses moyens et ses outils, ça c'est une autre paire de manches. Jean-Luc Mélenchon représente une voix quand même à des différences un tout petit peu peut-être sur certains points, mais je dirais que c'est une voix courageuse qui donne, qui est juste, qui est équilibrée et qui donne la parole aux musulmans et demande de cesser de les stigmatiser. Beaucoup de voix sont comme ça. Donc le pouvoir instrumentalise des intellectuels modèle Bernard-Henri Lévy chez lui et modèle en quelque sorte Kamel Daoud, le romancier, ou autres qui veulent en quelque sorte flirter avec la France, flirter avec le monde occidental uniquement pour trouver une place centrale chez nous parce qu'ils savent qu'il y a une grande aliénation, une grande ingérence qui ne veut s'arrêter et qui reste sous la table omniprésente. Je voulais dire que la solution est là. D'abord, il faut donner l'occasion dans les espaces, dans tout espace local du monde musulman, à l'émergence de thèses prenant une troisième voie, évitant ces antagonismes qu'instrumentalise l'Occident. Et c'est des entités dans leur lutte que je caractérise une lutte destructive, qui représente un danger avec ces cloisonnements. Ce pseudo-dialogue qui n'est pas au fait dans la réalité, qui n'est qu'un discours apparent dans le Hirak lui-même. C'est-à-dire au-dessous de la table, il y a des cantonnements, il y a des ghettos, et cela arrange ceux qui veulent détruire l'Algérie. Nous ne voulons pas déraciner un pouvoir en faillite pour le remplacer par une fragmentation de toute la société. Si c'est le cas, nous serons contre. Nous ne voulons pas être en quelque sorte le modèle de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, etc. Nous voulons qu'il y ait un vrai changement pacifique. Laissez-nous s'organiser ou, si vous voulez, aider sans ingérence, sans regard de complot, sans un regard complotiste,
sont en quelque sorte un objectif purement pragmatique et d'intérêt, cessez de faire ça. Ça n'arrangera pas les choses. Donc il faut que dans l'espace local lui-même, puisque vous êtes en train d'aliéner ces pays, ces gouvernements, à part quelques-unes qui sont libres et qui n'ont jamais accepté, par exemple, dans la réforme, dans la révision des programmes, qui n'ont jamais accepté que cela soit dicté par l'UNESCO, tel que certains pays, il y a beaucoup de pays musulmans, si ce n'est pas une dizaine peut-être. Et je dirais que, puisque vous êtes en train, vous avez le pouvoir d'aliéner ces gouvernements, alors aliénez-les à produire des élites équilibrées pour que ces élites soient dans la composante du dialogue européen musulman ou du dialogue Occident monde musulman ou du dialogue français algérien. Et donc, dans ce cas-là, on pourra avancer. Vous allez être en paix. Vous allez être en paix. Vous ne pouvez être en paix tant que les forces vives, les forces qui prennent l'esprit de lumière authentique, enraciné dans notre identité, dans notre structure identitaire. Vous ne pourrez jamais combattre. Et en disant cela, je n'exclus pas le rôle de l'Occident dans la manigance, quand il manigance ces tueries, ces groupuscules violents et terroristes, pour justifier en quelque sorte son regard très extrémiste de l'islam, l'islamophobie. Et c'est de l'hyper-islamophobie. C'est de l'hyper-islamophobie qui est en train de se constituer. Vous ne pourrez jamais résoudre vos problèmes internes, ni le problème de l'immigration, par ces démarches laïques rudimentaires dans leur thèse. Burda, foulard, etc. Laissez les gens en paix dans leur tenue vestimentaire qu'ils veulent. Mais sinon, croire et penser que la laïcité est fondée sur l'empêchement, l'interdiction des tenues vestimentaires qui sont représentatifs, symboliques, ostentatoires d'une certaine religiosité, et cela crée le discrimination. C'est rudimentaire, c'est franchement, comme disait Michel Onfray, comme la gauche qui prône la liberté sexuelle, mariage gay, entre autres, donner la liberté à l'amant c'est dégueulasse, de manger, de bouffer les excréments de son amant, que cet amant-là soit dans le cadre de mariage gay ou dans le cadre de mariage normal. Ça, c'est pas des libertés sexuelles. Ça, c'est pas des libertés. Ça, c'est pas la gauche. La gauche a des thèses qui solutionnent les problèmes de chômage, qui solutionnent les problèmes économiques. Elle a une philosophie, elle a un regard, qu'on soit d'accord avec certaines choses ou non. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, moi, je disais qu'il faut émerger un modèle économique chez nous, au niveau local, on n'oblige personne à y croire, qui sera la troisième voie, non seulement un modèle économique, mais un modèle cognitif, et un modèle philosophique, et une approche critique de notre héritage, de notre patrimoine, et une démarche ou une posture ou une position ontologique, théologique, etc. Et existentialiste, pas au sens uniquement athée et anti, mais aussi au sens croyant, Kierkegaard dans l'existentialisme fait un peu, en quelque sorte, quoique j'ai ma critique aussi, sur la notion, sur le concept de foi, et comment trouver une plateforme commune, comment développer une plateforme commune. La notion de foi n'est pas la même. Quand on dit les trois monothéistes, il faut prendre un peu de recul.
Bon, bref, le modèle économique dont je parle ne doit pas être fondé sur la donne méthodologique qui est la posture vis-à-vis de la propriété. Dans le modèle libéral, c'est une propriété qui est privée, totalement privée, sans limite. Et dans le modèle gauche, c'est une propriété collective. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans cette aliénation en définissant notre modèle par rapport à notre position. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui présentent l'islam comme étant une économie de bazar, comme étant une économie ultra-capitaliste. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de textes qui peuvent être fondateurs du modèle. Je suis en train de travailler dessus, mais malheureusement, je dis toujours que mon travail est très très lent, j'avance dans l'âge, je ne trouve pas d'appui, je ne trouve pas de soutien. Normalement, l'UNESCO aide ce genre de projet à évoluer et aide logistiquement, financièrement, quoique je critique le rôle de l'UNESCO. Mais quand même, c'est un organisme international, il est là pour prendre en charge tous les projets scientifiques qui sont d'utilité pour l'humanité, qui essayent d'une manière ou d'une autre de minimiser des tensions que vit le monde et apporter des critiques positives loin des pressions qu'exercent les déteneurs de capitaux, parfois je dirais de sales capitaux, surtout dans le monde musulman. La gouvernance ne peut être une gouvernance saine que si l'Occident veut que ces révoltes ne vont pas être rentabilisées obligatoirement par l'Occident, et toute tentative d'exploiter, de manipuler ces révoltes-là ne fera que retarder la crise, de rendre la crise plus cruelle, plus approfondie. La France n'est pas à l'abri de cette crise. La France, économiquement, comme disent certains, va vers la pauvreté. Nous allons tous vers la pauvreté. À défaut, nous sommes en train de chercher le salut dans l'écologie. L'écologie, pour notre modèle, quand je dis modèle absolu, remplacé par un modèle immanent, absolu transcendantal remplacé par... Je ne veux pas dire que ce que je prône, c'est un clergé. C'est une troisième voie qui régule la relation de l'être avec le bon Dieu. Elle ne parle pas au nom de Dieu, mais elle parle au nom d'une interprétation, d'une herméneutique humaine, donc un projet immanent, dont la source est transcendantale. Nuance entre le projet lui-même et il est transcendantal. S'il y a des choses à réguler, il faut les réguler et ne pas prétendre que c'est le seul salut adopté ici et là par l'Occident qui pourra nous faire sortir de cette crise mondiale et dont le paramètre religion y est pour quelque chose. J'ai voulu par mon intervention essayer d'éclairer un peu, de faire comprendre un peu qu'il y a toujours des brèches de solution, mais malheureusement, ces brèches de solution sont abandonnées. Parfois, certains gens meurent et ne peuvent réaliser un bout de leur... ce n'est pas leur comme étant une propriété privée, mais les solutions qui peuvent être utiles à notre monde en agonie, surtout après cette crise de pandémie, cette pandémie qui a laissé des traces quand même. Le philosophe, l'intellectuel, les États, les pays, les intellectuels qui ont des relations avec le pouvoir doivent penser que la grande frange d'intellectuels qui sont
marginalisés, exclus, que certains ne produisent pas des choses consistantes. Non plus les autres qui sont sollicités par la France, par exemple, ou par l'Occident, chez nous, non plus, ils ne produisent pas quand je lis, Albert Camus et je lis Kemal Daoud, Enquête contre Meursault, je dis que la différence est de taille. La différence est de taille, ce n'est pas que je me minimise moi-même, mais les intellectuels de mon pays devant l'autre. Même les prix Goncourt, que tout est idéologisé malheureusement. Il y a des maisons d'édition qui travaillent une certaine ligne de conduite, qui travaillent une certaine tendance mondiale. Le problème de la Palestine est un problème stratégique central dans la pensée musulmane. En aucun cas, on ne pourra résoudre le problème en poussant, en appuyant certaines tendances. Je ne dis pas tout le monde, je ne diabolise pas, non, non, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui sont bien. Mais en poussant X ou Y, tel que manipuler ceux qui appellent à développer une culture tamazight, nous sommes d'accord, nous sommes pour ce développement de culture tamazight, mais je dirais que laissez-les en paix, laissez-les émerger leur modèle eux-mêmes. S'il y a une aide quelque part, qu'elle soit une aide équitable qui couvre tout le spectre le spectre culturel, intellectuel en Algérie. Comme ça, vous comprendrez mieux la situation. Vous pouvez entretenir avec nous des relations dans un cadre bien déterminé, sans que nous, on cède et on oublie notre histoire, une histoire très douloureuse avec ceux qui ont provoqué ce colonialisme. Nous ne pouvons pas oublier, mais quand même, nous faisons la distinction et la nuance entre ceux qui ont provoqué cette histoire douloureuse et qui ont eu une main et qui doivent être en quelque sorte rediscutés, négociés. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de dépassements, d'énormes dépassements, il faut les reconnaître officiellement. Ça n'ajoute à rien du tout. Rien de rien, que vous ne reconnaissez pas une histoire que dans vos ancêtres, dans vos origines, dans vos sources. Certains sont en vie, certains ont trouvé le bon Dieu, pour ceux qui croient bien sûr. Donc la solution c'est que vous nous laissez en paix, vous nous assistez pas, vous nous dotez de logistique, de moyens, entre parenthèses, d'une place dans l'espace, mais une place centrale, importante dans l'espace public international et mondial et universel, dans lequel l'intellectuel algérien pourra discuter, dialoguer, sans tension, chercher une troisième voie qui nous évitera ces luttes gratuites. Et je dirais que le politicien, malheureusement, par sa nature, hein, lorsque Foucault parlait de pouvoir et d'opposition, il disait « je dois garder les mêmes distances entre moi et opposition, et entre moi et pouvoir, parce que l'opposition d'aujourd'hui pourra être le pouvoir de demain, et de là, il faut être prudent, ne pas permettre à certaines entités d'embrigader l'istihwa, de s'accaparer de l'espace public, du pouvoir, par des moyens qui sont colorés par la démocratie, mais au fond qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Nous n'avons pas, au lieu que la décennie dite noire qu'a provoqué le système et dont le système a une grande responsabilité, nous n'avons pas essayé de lire. Même ceux qui ont lu, ils ont été submergés, noyés dans l'idéologie, dans
c'est-à-dire dans un système clos qui n'a pas pu quand même aboutir à fond, tel que la commission qu'a dirigé. J'ai travaillé un tout petit peu sur ça, un tout petit peu légèrement, c'est des fragments qui sont éparpillés ici, par là, dans ma bibliothèque. La commission qui était présidée par Gilles Eliebs, feu Gilles Eliebs, rahimahullah, que la paix soit sur lui, et compagnie, Boussibsi, Mahfouz Bennoun, avec qui j'ai dialogué avant son décès à maintes reprises. Et je crois que c'est l'approche d'une entité à côté, telle que la commission Benzaoui. Il faut que le pouvoir arrête de flirter avec l'Occident, arrête de flirter. Ça ne vous travaille pas au Occident, ça ne vous travaillera jamais, ça nous déstabilise et ça vous déstabilise et ça retarde la crise encore plus. C'est un essai, c'est un éclairage que j'ai apporté, qui pourra peut-être être utile pour certains gens, pas utile pour d'autres, utile pour les gens libres qui ne sont pas sous la contrainte de l'idéologie et des systèmes clos, etc. Mais il pourra toujours servir pour tracer un espoir à travers cette troisième voie qui doit en quelque sorte être un pôle d'attraction pour les vrais intellectuels, les intellectuels qui essayent, et c'est ma démarche méthodologique, qui essayent de se libérer du joug, de se libérer du poids du système. Du poids du système, c'est-à-dire la philosophie systémique collégiale, non collégiale, etc. Cette philosophie a en quelque sorte permis une lecture monolithique de soi-même et de l'autre. Monolithique, je dis. Ce poids-là est à prendre en considération. Nous devons créer un système ouvert qui nous permet, très ouvert, qui nous permettra de relancer une vision. Nous pouvons être utiles pour l'humanité à travers notre patrimoine musulman et qui est riche, et personne ne peut nier cette reconnaissance. Je vous remercie infiniment. J'espère trouver des voix qui composent, qui aident, qui participent, qui uniquement une Algérie nouvelle, réellement nouvelle, hein, pas par une Algérie en voie de développement, une expansion, et c'est-à-dire un bon qualitatif, bon B-O-N-D, bon dire, qualitatif qui va être utile pour le monde musulman, pour le monde d'une manière générale, pour le monde dit arabe, pour le monde des Tamazighs, pour le monde occidental. Merci à vous. Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.